Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie de Denis Jacquet, entrepreneur, président de l'Observatoire de l'ubérisation et de parrainer la croissance. Julia Cagé, professeur d'économie à Sciences Po et soutien de Benoît Hamon. Et Guillaume Clossat, fondateur du think tank Europa Nova. Feu vert pour Theresa May et le Brexit. Le Parlement britannique a voté et la reine donné son assentiment. Alors, Premier ministre peut désormais déclencher le divorce, fin du marché unique, sortie de l'Union douanière. Theresa May va tenter de négocier le meilleur accord pour le Royaume-Uni. Alors, quels seront les liens finalement entre ce pays et l'Europe? Qui seront les gagnants et les perdants? Y a-t-il un risque d'éclatement du Royaume-Uni? Quelques réactions et on en débat ensuite. On cherche un accord qui soit fait sur mesure pour le Royaume-Uni. Et si ça nous convient, alors ce sera bon aussi pour l'Europe. J'ai été élue Première ministre il y a 1 an, car je me suis clairement engagée à défendre le droit de ce Parlement d'organiser un nouveau référendum si les conservateurs essayaient de nous arracher à l'Europe contre notre volonté. Actuellement, nous devons travailler ensemble, pas nous déchirer. Nous devons travailler main dans la main pour obtenir le meilleur accord pour l'Écosse, le meilleur accord pour le Royaume-Uni. C'est mon devoir en tant que Première ministre et c'est pourquoi je dis au Parti national écossais que ce n'est pas le bon moment. Guillaume Clossat, c'est vrai que Theresa May essaie de rassurer un petit peu parce que le Royaume-Uni est un peu incertain avec peut-être un vote du côté des Écossais. D'abord, que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va d'abord essayer de négocier un accord avec l'Union européenne? Et la France peut-elle tirer son épingle du jeu dans tout ça? Alors, d'abord, elle va essayer de tirer un accord avec l'Union européenne, ça c'est très sûr. Mais les Européens n'ont aucun intérêt à faire que les Britanniques bénéficient d'une situation qui soit plus privilégiée que les membres de l'Union européenne. Et donc, ça va être extraordinairement dur de trouver une ligne qui soit favorable pour les Britanniques. Et ce qu'on a vu les dernières Elle sort du marché unique, concrètement. Oui, c'est ça qu'elle a dit. Hard Brexit, sortie du marché unique. Oui, mais il y a des conséquences. Et l'une des conséquences majeures, c'est la perte des passeports financiers et le risque, il est très simple pour le Royaume-Uni. Et elle a dit, c'est pas grave, les banques, on s'en passera. C'est que Londres est le pouls financier, le pouls d'investissement privé de l'Europe. C'est que Londres... Donc ce n'est pas que pour le Royaume-Uni, Londres, mais c'est également pour le reste de l'Europe. C'est inquiétant. Et c'est pas sûr que les Européens puissent véritablement en tirer parti. Ni Paris, ni Francfort, parce que ce qu'on voit, c'est que les dynamiques aujourd'hui, elles sont ailleurs, que le potentiel de l'Europe structurellement, pour des raisons de vieillissement de la population, pour des raisons de fin de l'effet de rattrapage, pour le fait qu'on n'a pas suffisamment investi massivement, parce qu'on n'est pas en système fédéral, donc c'est des raisons structurelles, on n'a pas ce potentiel de croissance qui nous permet de faire rêver comme la Chine ou l'Inde, ou cette dynamique qui existe. Donc c'est négatif pour l'Europe. C'est négatif pour le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni, quelque part, accepte de se satellitiser et de devenir un État presque américain. Bon, mais ça, c'est un choix politique, mais qui mérite d'être discuté de manière beaucoup plus claire. Et donc la France ne peut pas tirer son épingle du jeu? Les Européens ne pourraient pas justement en profiter pour avoir un vrai projet? Alors, mais ça, c'est l'autre chose. Ah bah, ça en fait partie. Non, mais ça, c'est l'autre chose. C'est qu'à partir du moment où le Royaume-Uni, qui a bloqué plein de réformes de l'Union européenne et qui a bloqué une dynamique d'intégration et de relance beaucoup plus forte, sort du système, nous, on peut transformer l'Europe en Europe puissance. Et on voit en effet qu'il y a, par exemple, l'initiative du 9 mai où des dizaines de chefs d'État et de gouvernement de toute l'Europe se mettent d'accord sur un projet commun qui sera présenté la semaine prochaine à Rome. On voit qu'il y a de quoi avoir un consensus européen autour fort. De la défense, par exemple. Le problème du consensus, c'est qu'il ne viendra pas des chefs d'État et de gouvernement. Donc il faut que les opinions publiques se mobilisent, parce que les chefs d'État et de gouvernement sont rivés sur le très court terme. Oui. Il y a des élections en France, des élections en Allemagne. Il n'y a pas que ça. C'est un mode de comportement depuis des années, et ça ne changera pas forcément avec un nouveau ou une nouvelle présidente. Et donc le sujet, c'est mobilisation de la société civile, avec des leaders d'opinion qui sont capables de mettre sur la table un projet qui intègre la défense, la politique étrangère, etc. Et on sait que derrière le sujet de la défense, il y a aussi un énorme sujet, un énorme enjeu industriel, avec la notion de préférence européenne, parce que la défense a un impact sur la R&D beaucoup plus fort que les quelques milliards que chacun pourrait faire individuellement. Julia Cagé, alors c'est vrai qu'on parle peu d'Europe dans cette campagne, sauf pour lui taper dessus, Benoît, si je puis dire. Alors justement, je vais revenir sur les programmes. Grosso modo, elle est beaucoup critiquée pendant cette campagne, l'Europe d'une manière générale. Alors Benoît Hamon veut créer une assemblée européenne des assemblées nationales. Alors, est-ce que c'est la meilleure réponse face au Brexit? Écoutez, déjà, vous dites que l'Europe est absente de la campagne. Benoît Hamon a fait la semaine dernière une conférence de presse durant laquelle il a mis en plusieurs langues un nouveau traité européen sur la table.
Voilà, Aucun candidat dans aucun pays européen au cours des dernières élections qu'il m'a été donné de suivre n'a jamais fait ça. Alors l'Assemblée européenne, les assemblées nationales, expliquez-moi ce que ça signifie. Alors, on va créer un nouveau Parlement de la zone euro et ce Parlement de la zone euro sera constitué des parlementaires nationaux. Ce Parlement de la zone euro, il aura des nouvelles prérogatives, notamment en termes de définition d'un véritable budget européen. Et il y a une aussi... Donc il va faire concurrence au Parlement actuel? Non, pas du tout. Aujourd'hui, le budget européen, ça ne fait pas partie des prérogatives du Parlement européen actuel. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de décisions qui sont prises. Mais pourquoi ne pas donner à ce moment-là le pouvoir au Parlement européen actuel, Julia Gagé? Pardonnez-moi, mais... Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais non, juste mais alors, je vous explique les choses depuis le départ. On va créer un budget européen. Il va y avoir des investissements forts au niveau européen. On va avoir un taux d'impôt minimal sur les sociétés au niveau européen. On va avoir une mutualisation des dettes au niveau européen. Le budget, les taux d'impôt, ce sont des prérogatives des parlements nationaux. On ne va pas retirer ces prérogatives aux parlementaires nationaux, mais on va avoir cette discussion démocratique sur des questions fiscales et budgétaires clés au niveau européen. Et donc c'est normal que ces prérogatives nationales qui vont être en partie mutualisées soient discutées par les parlementaires nationaux. Le Parlement européen tel qu'il existe aujourd'hui, il va demeurer et on a cette nouvelle assemblée démocratique de la zone euro avec des nouvelles prérogatives, notamment sur les questions du budget européen, des investissements en Europe, d'un taux d'imposition minimale sur les sociétés, de la lutte contre l'évasion fiscale, autant de prérogatives qui aujourd'hui, quand elles étaient discutées, c'était avec le Conseil des chefs d'État européens, c'est-à-dire une assemblée avec mais malgré tout, il vous faudra l'assentiment des partenaires, en l'occurrence des chefs d'État, chefs de gouvernement, c'est pour ça qu'on a mis un traité, partenaires de la France. C'est pour ça qu'on a mis un traité sur la table, qu'on va aller discuter avec nos partenaires. Mardi prochain, Benoît Hamon va à Bruxelles. Hier, Angela Merkel a émis le souhait justement de le rencontrer pour pouvoir discuter ensemble de nos propositions. Donc on ouvre la porte à une démocratisation de la zone euro. Personne ne l'avait fait, et en particulier parce qu'on pense qu'on ne peut pas laisser tout le discours sur l'Europe à ceux qui veulent mettre fin à l'Europe, sortir de l'euro et qui ont un discours uniquement critique. Nous, on veut un discours constructif. La relance en France, elle se fera aussi et surtout par la relance en Europe. Denis Jacquet, vous êtes convaincu par ce projet européen de Benoît Hamon, en l'occurrence cette assemblée? Est-ce que la France peut convaincre les partenaires? On sent bien chez les citoyens un peu partout qu'en gros, la confiance en l'Europe, elle est quand même très largement cassée. Donc il va falloir recréer un sentiment d'utilité de cette Europe. À quoi est-ce qu'elle nous sert? C'est ça que les gens demandent. À quoi nous sert cette Europe? Et tous ceux qui ont voté le Brexit en Angleterre disent que cette Europe ne nous a servi à rien. Donc on peut contester que c'est vrai, que c'est pas vrai. C'est ce qu'ils sentent. Les perceptions des peuples sont toujours plus fortes que n'importe quoi d'autre. Donc du coup, voire même que les réalités. Donc il va falloir redonner un vrai... Aujourd'hui, l'Europe, ça n'existe pas. J'aimerais qu'elle existe pour l'investissement, j'aimerais qu'elle existe pour la politique étrangère, j'aimerais qu'elle existe pour les règles fiscales. Elle n'existe pas. Donc tant que les gens n'auront pas une perception de l'utilité de l'Europe, c'est une mesure qui est certainement pas inintéressante, mais c'est pas ce qui va changer la perception de l'Europe des gens, des gens de là-bas, ceux qui ne réfléchissent pas de façon permanente tous les jours à se dire ce que c'est que l'Europe. Ensuite, l'Angleterre, elle fait un pari risqué. Est-ce qu'elle va le gagner ou le perdre? Il ne faut quand même pas oublier que l'Angleterre a toujours eu un pied dehors, un pied dedans. Maintenant, elle aura peut-être un pied dedans et un pied dehors. Elle va faire l'inverse. Mais grosso modo, elle essaye de négocier les deux. Il l'a dit très bien, Guillaume, elle joue la carte américaine en disant si je quitte l'Europe, je suis protégé par les États-Unis. Et moi, je souhaite surtout qu'éventuellement, ça ne marche pas. Parce que si un certain nombre de populations en Europe disent le sortie de l'Europe, ça marche pas si mal et c'est pas si mal, ça va être une pandémie sur la totalité de l'Europe. Les gens vont dire mais moi aussi je veux sortir, je n'en vois pas l'intérêt. Donc on revient bien à une chose, c'est comment je revends l'intérêt de l'Europe. Pas Guillaume, pour les intellectuels et 2% de la population, pour 98%. Guillaume Clossat, juste sur cette proposition de Benoît Hamon sur les dettes, donc effacer ou en tout cas renégocier une partie. J'ai vu également qu'il y avait un effacement d'une partie des dettes européennes. On va mutualiser l'ensemble des dettes au niveau européen au-dessus de 60% du PIB. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que c'était une proposition qui avait été faite à la base par des économistes allemands. Donc je vois mal les partenaires allemands. Sauf que le gouvernement allemand n'en a jamais voulu. On va mutualiser ces dettes et on va faire un moratoire pour une partie des dettes. Un moratoire, ça ne veut pas dire qu'on efface les dettes. Ça veut dire qu'on repousse dans le temps le remboursement. Restructure. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait différent. Prendre le temps de les rembourser, parce qu'aujourd'hui, l'urgence en Europe, c'est de sortir de l'austérité et effacer ces dettes. Et ça va être fait au niveau européen. Ce n'est pas la France toute seule qui va effacer l'ensemble de sa dette. Guillaume Clossat, ça va peut-être répondre là-dessus. Est-ce qu'on peut convaincre les partenaires, en l'occurrence l'Allemagne, sur ce type de proposition? Je pense qu'il faut changer de méthode. C'est-à-dire qu'il faut dire... Mais sur cette proposition-là... Mais c'est pas sur cette proposition-là. On n'y arrivera que si on a une méthode qui est différente. C'est se dire, on veut faire de la zone euro la première économie
du monde, avec un potentiel de croissance bien plus fort que celui qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? Et Donc, est-ce que cette proposition sur les dettes européennes Non, vous ça semble- ne marchera pas. Comme si on met la proposition sans avoir une vision d'ensemble pour la zone euro, ça ne marchera pas. Toute Non. proposition individuelle. Pourquoi? Parce que les Allemands sont d'accord pour discuter de la refonte du système, mais ils ne sont pas d'accord pour passer de l'inverse. On parle de mesures individuelles. Ah pour non, non, refondre mais le nous, on système. commence par la refonte du Et- système, puisqu'on leur propose un nouveau traité européen, ensuite d'aller renégocier moi, les je règles pense que- je budgétaires. pense Donc, qu'il y a- le traité il y a- européen, c'est bien il y a- refondre le il y a système, deux étapes. réintroduire de la Il y a- démocratie en Europe. Pardon, il y a deux étapes. D'abord, la démocratie, elle existe, on peut la renforcer. Il y a plein de manières de la renforcer dans le cadre des traités. Donc moi, la première chose que je ferai, c'est que je maximiserai l'utilisation des traités. Le traité de Lisbonne, pour moi, est Donc- quasiment pas utilisé. Donc vous ne changez Donc pas là, les traités. Non, mais c'est pas ça. C'est que déjà, utilisons toutes les potentialités des traités, elles sont considérables. Et secondo, pour la zone euro, Elles il y a vont pas beaucoup de choses qu'on forcément peut dans la faire même sur le court orientation. terme. Mais une fois qu'on a mis en œuvre le court terme, on peut discuter du long terme. Donc moi, je pense qu'il faut une démarche à plusieurs étapes. Merci Dis, à tous les trois. On n'a pas pu parler de Renault. C'était trop tard. On n'a plus le temps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.